Bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau débat spécial élection municipale et focus ce soir sur la ville de Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. C'est un scrutin intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'assurer la succession d'une figure politique, la communiste Marie-France Beaufils, élue depuis 1983. Et ensuite parce qu'on va assister à une quadrangulaire. Pour rappel, au soir du premier tour, le 15 mars, 4 candidats donc se qualifiaient. Le sans étiquette mais proche du centre droit est soutenu par LR Emmanuel François avec un peu plus de 29%. Il devançait 3 têtes de liste de gauche, comme vous pouvez le voir. Le communiste Michel Soulas, crédité de pratiquement 27,5%, du socialiste Cyril Janot avec 15,5% et de l'écologiste François Lefebvre avec quasiment 12%. Alors entre les deux tours, des négociations bien sûr, comme partout, des rapprochements, mais aussi la confirmation de la division de la gauche. Et ces 3 candidats de gauche qui n'ont pas réussi à faire l'union sont sur ce plateau. Michel Soulas, Cyril Janot et François Lefebvre. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Ils ne sont que 3. Car le quatrième, leur adversaire, Emmanuel François, n'a pas souhaité débattre avec eux, estimant que la campagne ne se fait pas dans les médias, mais sur le terrain. Alors, par respect pour les autres candidats, mais aussi et surtout pour les habitants de Saint-Pierre-des-Corps, nous avons décidé de maintenir, évidemment, cette émission. Messieurs, nous avons 40 minutes devant nous. Je vous demanderai donc d'aller à l'essentiel dans vos propos, parce que le temps passe très très vite. Nous allons tout d'abord évoquer, si vous le voulez bien, cette drôle de campagne d'entre-deux tours, compte tenu notamment de l'impossibilité de tenir des réunions publiques, de faire du porte-à-porte. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la campagne est un peu faussée ? Moi, je veux bien répondre. Enfin, j'ai pas l'impression que la campagne soit faussée. D'abord, François et puis Cyril le diront aussi. C'est-à-dire qu'entre le premier tour et puis là, maintenant, les derniers jours que l'on passe, la campagne a continué. Alors effectivement, dans un contexte un peu particulier, parce qu'effectivement, on sort d'une crise sanitaire et peut-être que l'on rentre dans une crise économique. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a des échéances importantes et lourdes qui nous attendent sur les mois de septembre et octobre. Mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que la campagne se fait normalement. On se croise sur les marchés, on se croise sur les espaces publics, on distribue des tracts, on rencontre des habitants. Alors bien sûr... Il y a moins de proximité quand même. Alors, bien évidemment, il faut qu'on fasse extrêmement attention, à la fois par respect vis-à-vis des habitants, et puis aussi pour nous, pour se protéger. Mais hormis ce point-là, et puis l'absence de réunions publiques, moi en tout cas, pour ce qui nous concerne, j'ai le sentiment qu'on fait une campagne... normalement, bien sûr, avec cette idée que peut-être que le 28 juin sera un moment un peu particulier. Est-ce que les électeurs seront présents ou pas ? Ça aussi, l'abstention, on va en parler. Est-ce que vous avez utilisé notamment des nouveaux leviers de communication ? Je vous en prie. Il faut relativiser un petit peu les choses quand même, parce que normalement, c'était une semaine entre les deux tours. Donc là, on a eu beaucoup plus de temps qu'initialement. Et quand on a un entre-deux tours, on n'a pas quand même non plus vraiment le temps de faire du porte-à-porte ou des marchés. C'est très, très court, surtout qu'il y a souvent un temps de négociation qui fait perdre un peu de temps et le dépôt des listes. Donc finalement, grosso modo, il n'y a pas un préjudice très important. Moi, je voulais juste rectifier une petite chose, parce que je vois que j'ai été présenté comme candidat Europe Écologie Les Verts. Nous sommes un collectif de citoyens, et donc nous avons juste le soutien d'Europe Écologie, mais nous ne sommes pas le Parti Vert. Nous sommes vraiment dans une démarche citoyenne. On me fait signe que ça a été rectifié. Voilà, mais vous faites bien de le préciser. Moi, ce que j'aimerais vous demander, si vous diriez que la majorité municipale, donc communiste, va bénéficier peut-être d'une espèce d'effet bonus, parce qu'elle a pu être sur le terrain pendant toutes ces semaines, puisque au contact de la population, alors que vous, je vous pose à vous deux la question, vous étiez confinés. On pourrait l'imaginer ainsi. C'est-à-dire que le fait qu'une municipalité en place ait des moyens plus conséquents en fait, pour pouvoir discuter avec la population lui permettrait d'avoir un petit peu plus par rapport à ce qu'il pourrait espérer au soir du second tour. J'espère qu'il n'en saura rien. J'espère que les corporatriciennes et corporatriciens verront les programmes et se décideront en fonction de ce qu'ils estiment être le mieux pour leur commune. En fait, on a vécu un premier tour qui était très très compliqué. On l'a vu sur le résultat qui était celui du premier tour. Et je pense concrètement que ce n'est pas un second tour. C'est plutôt un deuxième premier tour.
Et ce deuxième premier tour, il va amener réellement à faire le choix entre les différentes du moins visions en fait qu'on peut avoir de ce que l'on veut. Alors justement, Michel Soulas, vous que le PC a désigné comme potentiel successeur de Marie-France Beaufils, est-ce que vous estimez que vous allez bénéficier d'une espèce de prime historique au sortant? Alors je vais faire comme François Lefebvre. J'ai rappelé que sur une liste de 35, il y a 13 communistes, donc réduire la liste à gauche toute sur une liste de communistes, on en reparlera tout à l'heure, mais notre liste est beaucoup plus diverse. Je rappelle aussi que Cyril Janot faisait partie de cette majorité municipale, donc de toute façon, elle a pour le coup... et voilà. Rappelez-moi votre question. Ça commence bien. Je voulais savoir, et oui, il est loquace, je voulais savoir si, dans le cadre de ce qui pourrait être peut-être un deuxième premier tour, est-ce que vous pensez que vous allez bénéficier d'une espèce de prime au sortant, une prime historique au sortant, puisque Marie-France Beaufils est là depuis fort longtemps? J'irai pas jusqu'à parler d'une prime historique, mais je rappelle quand même à Cyril Janot qu'on est bien sur un deuxième tour. On ne rejoue pas le premier tour. Le premier tour a eu lieu, effectivement dans des conditions particulières. Mais je rappelle qu'au sort du premier tour, la liste à gauche toute arrive largement en tête des listes de gauche. Et donc réduire ce deuxième tour à on refait la partie d'avant. On refait le match. On refait pas le match. On est dans une autre problématique de deuxième tour. Alors effectivement, avec un candidat absent, alors qui sera bien évidemment présent le 28 juin, donc Emmanuel François. Donc en tout cas, moi je regrette son absence parce que c'est quand même déjà la troisième fois qu'il refuse un débat avec nous. Il nous a déjà fait cette absence sur 2 débats sur des radios. Je trouve que c'est un petit peu dommage de priver les électeurs de ce débat à 4 parce que je pense qu'en tout cas, moi j'aurais aussi des choses à lui dire, François même s'il n'est pas présent. 3 mois, même un peu plus, entre ces 2 tours, ça peut complètement bouleverser la donne? C'est-à-dire que l'action de la commune, il peut toujours être à double tranchant. Hein. C'est-à-dire que ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Donc là, après, comme on était confinés, on n'a pas forcément eu une vision publique de ce qui s'est passé. C'est plutôt les uns les autres au contact. Ah oui, vous l'avez direct. ressenti comme ça, avoir été en retrait par la force? Par la force. Donc on a eu quand même quelques conseils municipaux virtuels, voilà, où on a pu être informé de ce qui se passait, des dispositions qui étaient prises. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu s'empêcher de dire, effectivement, la municipalité fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et donc, effectivement, ça peut jouer en faveur du résultat du second tour. Alors justement, je vous en prie. Oui, s'il y avait réellement primo sortant, je pense que la liste communiste serait arrivée en tête au premier tour, ce qui n'a pas été le cas. Alors, Emmanuel François, donc ce candidat sans étiquette, mais soutenu par des personnalités estampillées les Républicains, très discret, absent dans les médias, vire en tête au premier tour dans un bastion de gauche. Pourquoi, selon vous, cette situation? Et est-ce que vous pourriez estimer que la sociologie politique de Saint-Pierre est en train de changer, a déjà changé, et que ce fief historique pourrait basculer à gauche? Alors, moi, je veux bien répondre par rapport au fief historique. Saint-Pierre-des-Corps reste une ville de gauche, puisqu'au soir du premier tour, l'addition des voix de gauche représente 63,33%. Donc, parler d'un basculement au soir du premier tour, non. Il n'y a pas de basculement. Oui, mais il va peut-être s'opérer au soir du deuxième tour. On est là justement pour faire en sorte que ça ne se passe pas, mais en tout cas, Saint-Pierre-des-Corps reste bien une ville de gauche. Je vais reprendre votre terme. Je vous en prie. Vous avez dit basculement à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y Pardon, à droite. Je le fais exprès. Pardon. Je le fais exprès. Basculement à gauche. Ça veut dire concrètement que, même dans votre tête, concrètement, vous ne pensez pas que Saint-Pierre-des-Corps puisse passer... Je pense rien du tout, moi. Je pense rien du tout. Mais même dans la tête en fait, des électeurs et des électrices, ils nous disent simplement on veut que la ville reste à gauche. Par contre, on veut que la gauche change, que la gauche évolue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et on le voit dans le résultat, il y a une volonté en fait, d'un changement clair, net et précis de ce qui était fait auparavant. Sans dénier le travail qui a été fait par Marie-France Beaufils, que je remercie, sur tout le travail qui a été fait, ainsi que ses adjoints et adjointes, qui ont fait un énorme travail. Aujourd'hui, il est peut-être temps de passer à autre chose, de voir différemment la ville, de l'intégrer dans la métropole, de l'intégrer dans les démarches d'innovation, de modernisation de la ville. Et je pense qu'on y travaille, en tout cas, nous y travaillons. François Lefebvre, sur ces scores du premier tour, est-ce que Saint-Pierre-des-Corps peut basculer à droite?
Je n'y crois pas tellement, non. Surtout avec la défection là, de M. Emmanuel François. Moi, je trouve ça assez attristant, alarmant, parce que refuser le débat, ça présage mal l'avenir d'une municipalité qui passerait à droite. Nous sommes, dans notre projet, nous sommes très attachés à la démarche citoyenne, à la participation de la population. Et M. Emmanuel François se réclame d'une liste de collectifs, de citoyens. Et là, il ne vient pas discuter. C'est incroyable. Moi, je suis stupéfait, là. Qu'est-ce que ça veut dire si jamais il l'emporte, mais personne n'aura droit au chapitre. Enfin, je trouve ça très alarmant comme attitude. Il n'avait rien à perdre à venir discuter avec nous. Moi, je ne vois pas où bien au contraire, il aurait peut-être... si vous le voulez bien, on ne va pas parler des absents, on va parler de Saint-Pierre-des-Corps et de son avenir. Quand même, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on évoque l'entre-deux tours. Il y a eu des alliances, mais aussi des divisions profondes, et ça, c'est une réalité, il faut qu'on l'aborde. Division la plus spectaculaire, mais c'est la vôtre, celle entre vos trois listes, PC, PS et Europe Écologie, et... On ne va pas dire les Verts. Ah non, mais collectif citoyen. Les écolos, si vous voulez. Hein, mais vous avez beaucoup de thématiques communes, mais vous avez été incapable de trouver un accord. Alors nous, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est ce qui s'est passé, car on l'a lu dans la presse. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, là, autour du plateau, vous êtes courtois et tout se passe bien, mais on a lu quand même dans la presse, c'était musclé. Qu'est-ce qui s'est passé parce que vous rejetez la faute? Qui n'a pas accepté cette alliance? Je dirais que le rôle de celui qui est arrivé en tête de liste, c'est de rassembler. Et on ne peut pas à chaque fois dire je fais le rassemblement alors qu'on ne le fait pas. La preuve, nous sommes là tous les trois en fait ici présents et nous n'avons pas pu trouver en fait de mode opératoire satisfaisant à ce que chacun puisse se retrouver ensemble. Je le regrette. Et d'ailleurs, on avait accepté en fait la proposition qui était faite par Agir Ensemble de travailler en respectant les électeurs du premier tour, donc à la proportionnelle, ce qui malheureusement n'a pas été le cas en fait pour Michel Soulas, qui a préféré en fait déporter, je dirais, la solution un peu plus à gauche et qui a fait que... Donc si je résume les faits, vous étiez prêt à vous entendre et Michel Soulas a décliné votre invitation. Et oui. C'est bien ça. Je vais bien évidemment répondre. J'oublie pas que je suis proviseur et quand je reçois dans mon bureau des élèves qui ont fait une bêtise, ça commence généralement comme ça. C'est pas moi, monsieur, qui a commencé, c'est lui. Donc, voilà, on va réécrire l'histoire. Moi, je veux bien, mais je vais rappeler quand même que au mois de septembre dernier, toutes les forces de gauche de Saint-Pierre-des-Corps se sont réunies avec l'objectif de travailler et d'écrire un programme, de se mettre d'accord sur des questions programmatiques, et qu'ensuite il y avait un deuxième principe, c'est pas de groupe majoritaire dans la majorité, d'accord ? On va rester très factuel. J'oublie pas que lors de ces discussions que nous avions eues en octobre, discussions compliquées, j'entends, mais vous êtes rencontrés tous les trois physiquement pour discuter autour d'une table ? Bien évidemment. Cyril Janot dit en octobre 2019, nous on partira tout seul. Dont acte. Cyril Janot, 3 jours avant le dépôt des listes au deuxième tour, dit dans la presse « Il n'y aura pas d'accord avec la liste à gauche toute ». Je finis. Voilà. Donc c'est bien aussi de rappeler qu'à un moment donné, lorsqu'on prend des positions et qu'on met devant le fait accompli ses partenaires potentiels, effectivement, les partenaires potentiels peuvent s'interroger. Moi, j'avais toujours dit, depuis le début, dès le mois de septembre, que faire des accords sur un coin de table entre deux tours, c'est prendre les électeurs quand même pour des imbéciles, et c'est pas comme ça qu'on fait. L'idée, c'était de s'entendre dès le premier tour, avec cette idée qu'on pouvait tous, dans cette future majorité, être à égalité, et sans qu'il y ait un groupe majoritaire. Cyril Janot a fait le choix de rompre les négociations en octobre. Ce choix lui appartient. Moi, je ne suis pas là pour le juger, mais en tout cas, je fais le constat qu'en octobre, il n'y avait plus que la liste soutenue, enfin la liste pacte, la liste de Agir Ensemble et la liste à gauche toute. Après, chacun écrira l'histoire telle qu'il a envie. Vous vous y retrouviez comment au milieu de tout cela ? Parce que visiblement, ils n'ont pas la même interprétation des faits. Vous étiez au milieu, vous, du guet. Disons que nous, on a démarré en mars 2019, si vous voulez, avec des réunions publiques. Et là, on avait un peu commencé à faire un peu le rassemblement. Et après, ça s'est un petit peu éparpillé.
Mais à partir du moment où nous avons monté le collectif, et dans le collectif, il y avait Cyril Janot, il y avait Michel Soulas et des membres de leur future liste. Et on a toujours, depuis ce moment-là, ce collectif a toujours continué à travailler, même quand les uns et les autres sont partis de leur côté. On a toujours travaillé dans la transparence. Est-ce qu'au cœur de tout ça, ce sont des différences idéologiques ou des affaires d'hommes? C'est quoi? Je dirais que du point de vue du collectif, il y avait un peu de défiance, en fait, vis-à-vis des partis. Parce que c'est là que je reviens à l'idée au fait que nous sommes un collectif de citoyens et pas du tout un parti. Et c'est cette divergence. Oui, c'est pas votre ADN, ça. Voilà, c'est pas notre ADN. Et on a aussi le sentiment que à tout moment, on a été considéré comme un parti et considéré comme un parti. Et ça, vous ne le voulez pas? Et ça, on ne le voulait pas. Même que dans la liste Agir Ensemble, il y a eu 3 partitions. Il y a eu, comme tu le disais, le PC, Génération S et puis un collectif d'habitants. Eh ben nous, on aurait dû être dans ce collectif d'habitants. Mais ils ont constitué un collectif d'habitants et en nous disant venez en plus en 4e position. J'ai relevé une phrase. Voilà. Il y a quelques jours, chez nos confrères de la presse écrite, rapporte vos propos, Cyril Janot. Vous disiez que vous aviez une crainte face au poids politique du PC local d'être relégué au rang de supplétif. Tout à fait. C'est vous qui avez déclaré ça. Mais d'ailleurs, pleinement, et d'ailleurs on le voit encore. C'est-à-dire que l'ego a encore parlé avec Michel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il considère concrètement qu'il ne peut pas donner plus que ce qu'il a déjà donné, et donc il reste en fait dans son créneau en disant je vais faire. On voit depuis le début en fait que ça a été très compliqué pour lui. Des supplétifs, ça c'est fort comme terme. C'est très fort et c'est malheureusement réaliste. C'est-à-dire que depuis, nous avons été élus en fait sur la majorité, et je me rappelle en fait de certaines phrases qui avaient été dites en disant que concrètement c'était très dur de travailler avec la majorité actuelle. Est-ce qu'à Saint-Pierre-des-Corps, vous considérez que le Parti communiste écrase trop, de par sa présence, l'échiquier politique ? Je ne dirais pas qu'il écrase trop. Je dirais que la façon de travailler rend compliquée la possibilité d'innovation ou de penser autrement. Et d'ailleurs, on le voit, si François Lefebvre et Agir Ensemble sont partis seuls, c'est bien parce qu'ils n'ont pas pu travailler en fait, avec Michel Soulas. Et qu'au dernier moment, ils ont cru concrètement qu'ils pouvaient travailler ensemble. N'est-ce pas, François ? Et que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et que là, on refait concrètement le match en disant... Nous avons voulu en fait l'union, mais la preuve il en est, l'union n'a pas été faisable. Bon, vous êtes accusé d'omniprésence. Oui, alors je vais quand même répondre parce que je trouve que la discussion est plaisante. Je rappelle quand même, d'abord, c'est pas une liste de communistes. Il y a 13 communistes sur 35. Il y a des militants de Génération S. Il y a, aux grandes dames de Cyril Janot, il y a aussi des socialistes. Je rappelle aussi que des socialistes de la métropole soutiennent la liste à gauche toute. Il y a ce collectif d'habitants et... J'ajoute quand même qu'on ne peut pas nous faire grief de ne pas avoir réussi une union sur le 2e tour, puisque donc la liste pacte avec la France Insoumise et le NPA rejoint à gauche toute. Donc, maintenant, j'ai envie de vous poser, j'ai envie de vous poser une question, puisqu'effectivement, vous êtes capable de nous donner des grandes leçons d'union de la gauche, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas entendu au 2e tour ? Expliquez aux auditeurs. Ben là, je peux expliquer, effectivement. Alors, allez-y. Parce que nous, à un moment donné, au 2e tour, on était sollicités par J'aime Saint-Pierre, par Agir à gauche toute, pour faire une liste ensemble. Nous, on était d'accord aussi pour travailler avec eux, mais les 3 ensemble, même avec Pacte, disons, faire l'union des 4. Sauf qu'à un moment donné, donc même Cyril Janot et son équipe étaient d'accord pour faire alliance avec à gauche toute, mais c'est à gauche toute qui n'a pas voulu alors ce que l'on comprend en tout cas, nous on voulait pas prendre parti de l'un contre l'autre. Ce que l'on comprend en tout cas, et ce que les téléspectateurs sont en train de comprendre, c'est que la situation est compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, et pour le moment bloquée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vos 3 listes. Elles auront évidemment une responsabilité en cas de victoire d'Emmanuel François. Est-ce que ça, de par votre division, vous êtes en mesure de l'assumer si jamais la droite arrive à la mairie à Saint-Pierre-des-Corps ? Dites-moi. Nous, on est un collectif de citoyens. On a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Oui, mais comme vous trois, vous n'avez pas réussi à vous entendre, vous aurez une sacrée responsabilité devant cette défaite. Il y aura en effet une responsabilité. Il y aura des questions à poser au lendemain, en septembre, savoir concrètement ce qui s'est passé sur Saint-Pierre-des-Corps, qui est une ville de gauche. Est-ce que vous pensez que les corpo-pétruciens, les habitants de Saint-Pierre-des-Corps, sont prêts à comprendre, ils sont disposés à comprendre cette division au sein de la gauche ? Aujourd'hui,
il y a... Je peux si je répondre. peux me permettre. Vas-y, finis ta phrase. Je vais même faire plus que la finir, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, on a 4 visions de la société, 4 visions de la ville qui s'affrontent. Vous avez en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, une personne qui ne se dit pas de droite, se dit sans étiquette, mais dont on sait quels sont ses parrains, puisqu'il est soutenu par les Républicains, il est soutenu par Jean-Gérard Pommier, il est soutenu par Sophie Oconi. Jean-Gérard Pommier, qui est le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Et Sophie Oconi, qui est députée UDI de la 3e circonscription. Quand on sait qui sont ses soutiens, on ne peut pas dire que c'est une liste sans étiquette. On a un projet avec lui qui est réellement incertain. Une façon de voir la démocratie, on peut le voir ici encore, qui est, je dirais, bizarre, pour ne pas dire autre chose. Nous avons aussi une certaine continuité avec Michel Soulas. Cette continuité, nous ne la voulons pas. Et puis après, nous avons un projet sur lequel, des fois, j'ai quelques amitiés idéologiques sur l'écologie et savoir comment on transforme réellement la société. Et puis après, vous avez un projet, le nôtre, qui se veut à l'équilibre, qui se veut être le maire de tous et de toutes, qui se veut être quelque chose qui sorte Saint-Pierre-des-Corps de ce petit village dont on parlait tout à l'heure. Le village gaulois, c'est fini. On est au XXIe siècle. Il faut absolument que Saint-Pierre-des-Corps... Alors, un petit village qui est bien rentré dans le XXIe siècle, mais on va parler d'un autre acteur. Vous y avez fait référence tous les trois tout à l'heure, c'est l'abstention. Oui. Au premier tour, 60%, grosso modo, même un peu plus, de 61,1%, ça s'inscrit à l'instant à l'écran. Où sont vos réserves de voix et est-ce que, d'après vous, il y en a qui ont fait le plein et les autres ne l'ont pas fait? Concrètement, je pense que le plein a été fait du côté d'Emmanuel François, le plein a été fait de la part de Michel Soulas, même s'il a l'appui la gauche de la gauche, comme il dit. Certains disent l'extrême gauche, je laisserai le choix de la définition. La participation, elle a été beaucoup moins importante chez les jeunes. Alors quand je dis les jeunes, ce sont les 18 à 39 ans, que chez les plus anciens. François Lefebvre, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que alors, le mouvement écolo, comme vous aimez le définir, avait le vent en poupe juste avant le premier tour. Est-ce que là, un peu plus de 3 mois après, on va retrouver cette même dynamique? Et est-ce qu'il y a des abstentionnistes qui ne vont pas aller à la pêche, se réveiller et venir voter, notamment pour vous? On l'espère bien, parce qu'on a quand même on a quand même des réserves de voix, notamment sur le vieux Saint-Pierre. On n'a pas fait le plein, si on peut dire. Mais le contexte Covid, le jour d'après, comme on dit, certaines volontés de changement vont peut-être aussi être favorables à ce que l'on défend, au projet que l'on porte. Vous craignez une grosse abstention encore pour ce second tour? On peut craindre effectivement, mais parce que là pour le coup c'est la démocratie qui est en cause, mais au regard du risque sanitaire et puis des protocoles, je pense que, et puis des enjeux également sur la ville de Saint-Pierre-des-Corps, on peut penser qu'il y aura moins d'abstentionnisme. Mais je reviens un petit peu sur le propos de Cyril Janot. J'adore Cyril Janot parce qu'il a l'art de réécrire l'histoire. Alors donc j'apprends qu'on n'a pas de programme alors qu'on l'a écrit avec les habitants. Je finis sur le risque de passer à droite. Moi clairement je suis d'accord avec Cyril et puis avec François. Je veux dire que je pense que Emmanuel François a fait le plein de ses voix. Et maintenant, puisque nous sommes la liste qui est arrivée en tête, moi, effectivement, je porte le message suivant, c'est qu'aucune voix de gauche ne doit manquer à la gauche, et en particulier à notre liste à gauche toute, parce qu'effectivement, je suis intimement convaincu que la ville va rester à gauche et qu'on va emporter cette victoire. Est-ce que vous pensez, messieurs, que si c'est le cas, et d'ailleurs, il y a des sondages qui tendent à le prouver, ce sont des sondages, attention, mais qu'on pourrait s'attendre à avoir un taux d'abstention encore extrêmement élevé. Est-ce que là, il n'y a pas encore le spectre de futurs élus qui risquent de se voir reprocher un manque de légitimité? Vous savez, dans la métropole, il y a des communes... Je pense à Montlouis, enfin pas dans la métropole, mais je pense aussi à La Riche, où il n'y avait qu'un seul candidat élu avec moins de 30%, et pour autant on ne remet pas en cause leur élection. Voilà, c'est le jeu démocratique, et l'abstention fait aussi partie de ce jeu démocratique, même si effectivement je le déplore, et je pense que François et Cyril le déplorent également. Maintenant, celui qui sortira en tête au deuxième tour, il aura toute la légitimité démocratique pour être le maire de Saint-Pierre-des-Corps. François Lefebvre. Oui, la légitimité, mais elle se pose à chaque élection, parce qu'on n'est jamais élu avec la majorité de la population, puisqu'il y a toujours de l'abstention. Non, mais avec des scores aussi faibles... Non, mais c'est pour ça que je dis la légitimité, il faut se la poser tout le temps. Et nous, ça fait partie, en fait, de notre programme. C'est que sur la démocratie, sur la gouvernance, c'est pas un rendez-vous tous les 6 ans, c'est pas on consulte les citoyens tous les 6 ans, c'est justement un rendez-vous tout le temps.
C'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, on veut que la population soit associée aux commissions, qu'il y ait des conseils de quartier. Et donc, c'est quelque chose de dynamique et permanent. Donc là, c'est comme ça que, justement, cette légitimité qu'on peut toujours contester, il faut la renforcer par cette participation tout au fil des 6 ans des citoyens. C'est curieux, ça, parce que le maire est quand même le personnage politique en France le plus apprécié. Tout à fait. Et là, on voit que les Français ne vont pas aux urnes. Alors bon, on était dans un contexte particulier, mais ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois en fait qu'on pose la question de la légitimité en politique. Après, c'est vrai qu'on se la pose souvent sur la présidentielle, sur la municipale. On se la pose un peu moins sur la législative. Excusez-moi, sur la Vous législative. lui en voulez à ce micro depuis Je le début lui de en veux. l'émission. Mais il ne répond pas. Calme-toi, Michel, voyons, soyons sérieux. N'utilisons pas d'armes comme cela. Vas-y. Alors, tu je veux vous en être prie, maire- sur la légitimité. Je vais me permettre de lui répondre. Michel, si tu veux réellement être le maire en fait de tous les coprototiens, évite en fait ce genre de petites piques. Ça te dessert concrètement. Je te le laisse. Continuons, messieurs, pas d'attaque De me donner personnelle. des conseils. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. J'adore tes conseils. Vous savez quoi Il faut Vous savez expliquer quoi les Eh bien, on va parler justement, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer de vos thèmes de campagne maintenant. Est-ce que vos programmes respectifs ont évolué avec cette crise? Et d'après vous, quels sont les dossiers les plus urgents à traiter, ceux qui se sont confirmés ou révélés avec la pandémie? Quels sont les dossiers les plus urgents à traiter une fois l'élection passée? Alors, on n'a pas réécrit, bien sûr, notre programme parce qu'on est intimement convaincu que tout ce qu'on a... Vous l'avez amendé, En tout cas, on a défini d'autres urgences peut-être prioritaires pour juillet, août, septembre, puisque donc, tout à l'heure, je disais, on va peut-être finir une crise sanitaire et encore. Mais on va certainement rentrer dans une crise économique. D'ailleurs, le président Macron l'a annoncé il y a une dizaine de jours. Donc, les questions de l'emploi et de la formation... On va décliner ça dans les prochaines minutes. Voilà, donc... tout ça pour dire qu'effectivement, sur les questions, par exemple, les questions sociales, les questions écologiques, sur la santé, effectivement, il y a des priorités là, qui vont arriver rapidement et qui devront être portées par la nouvelle équipe municipale. L'emploi, qui reste évidemment une des principales priorités. Vous me rectifiez si je me trompe, mais il y a un taux de chômage de 25% juste avant la crise. 24 aujourd'hui. 24 aujourd'hui. Quelle piste faut-il explorer, selon vous, pour redresser la barre localement à Saint-Pierre-des-Corps? J'aimerais vous entendre. Sur l'emploi, c'est quand même les politiques nationales qui ont une influence. Oui, mais il y a des actions locales à faire. Vous avez sont à la marge, mais c'est vrai que nous, par exemple, en termes d'emploi, nous, on propose de redévelopper le commerce de proximité. J'allais vous le dire, les circuits courts, justement, pour créer de courts, l'emploi. Les circuits courts, l'alimentation, l'agriculture urbaine, tout ça, rapprocher en fait des citoyens les services qu'on peut leur apporter. Et ça, c'est une des conclusions qu'on peut tirer du Covid. C'est que les ressources locales, il faut pouvoir les avoir à proximité. Il faut que les gens puissent continuer à se nourrir localement. Et ça, c'est une leçon qu'on... Est-ce que ça, c'est pas une utopie? Parce que est-ce qu'il y a suffisamment d'hectares pour cultiver ce qu'il faut pour mettre tout ce qu'il faut dans les cantines scolaires, les cantines dans les entreprises, et pour que toute la population puisse acheter des produits, je vous rappelle, de saison? Parce que si on travaille notamment en bio et en circuit court, en plein milieu de l'hiver, on n'a pas de tomates. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord pour les tomates. Oui. Mais nous ne sommes pas polytechniciens et je pense qu'il faut avancer, on apprendra en marchant. C'est-à-dire qu'il faut commencer par faire tout ce qu'on peut faire pour voir jusqu'où on peut aller. Et ça, le minimum à faire, il faut le faire. Et en plus, on s'aperçoit que généralement, dans ces démarches-là, ça change les logiciels des acteurs économiques. Ils commencent à raisonner autrement et ils trouvent des solutions innovantes qu'on ne peut pas y prévoir dès maintenant. Donc, c'est-à-dire que c'est une ouverture sur de la créativité. Et là, selon vous, on peut créer de l'emploi? Et on peut créer de l'emploi. Déjà, c'est déjà le cas à Saint-Pierre-des-Corps, puisqu'il y a un maraîcher bio qui s'est installé à la Morinerie. Cyril Janot. J'ai été conseiller municipal délégué en charge de la mise en place des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Excusez-moi. Ce qu'on s'est aperçu lors de la dernière passation en fait, de marché, c'est qu'il y avait une distinction à faire entre les producteurs assez conséquents, ou du moins les distributeurs assez conséquents, et les petits producteurs. Aujourd'hui, décidément, le micro, il faudrait que j'arrête de lui faire du mal, le pauvre. On a essayé en fait d'avoir ce qu'on appelle des micro-marchés. Autrement dit, sur les fraises, sur les pommes, on avait capacité à pouvoir lancer ce type de marché.
malheureusement, aucun petit producteur n'a pu y répondre parce que les délais administratifs, la capacité à remplir en fait les feuilles pour répondre aux critères du marché, quand vous êtes petit producteur, vous ne pouvez pas le faire. Et je pense qu'il y a en effet un enjeu à ce niveau-là. Comment faire pour qu'avec la Chambre d'agriculture, nous puissions rassurer les producteurs sur la capacité à pouvoir répondre. Et fournir de l'emploi. Et fournir aussi de l'emploi par rapport à cela. Et tout l'enjeu au niveau métropolitain, au niveau régional, au niveau départemental, c'est de développer ces plateformes. Et là, dans ces cas-là, la mairie pourra, par ses marchés publics, pouvoir trouver en fait les petits producteurs qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons des producteurs en pommes, des producteurs en fraises, des producteurs en yaourt. D'ailleurs, la fromagerie Maurice en fait fournit les cantines de Saint-Pierre. Alors je suis d'accord avec vous, mais si vous le permettez, c'est pas juste avec les producteurs de pommes ou de fraises ou de poires qu'on va relever l'emploi. Mais c'est un début. C'est un début. Alors les propositions que l'on porte, c'est pas des propositions contre celles portées par François ou Cyril, hein, en tout cas par leurs équipes. Bien sûr. Moi, j'entends ce qui est dit, je souscris, mais je dis aussi, il faut aussi qu'on soit en capacité d'utiliser les leviers existants. Et contrairement à François qui dit, bon, ça relève peut-être d'une politique nationale, il n'a pas tort, effectivement, mais je pense qu'une ville et un maire et son équipe doivent se préoccuper de ces questions-là. On ne peut pas se reposer que sur l'État. Sachant que 24% de demandeurs d'emploi sur Saint-Pierre-des-Corps, si effectivement la crise économique arrive en septembre-octobre, on peut avoir quasiment la moitié de la population de Saint-Pierre-des-Corps demandeurs d'emploi. Ce n'est pas acceptable. Donc effectivement, j'entends ces propositions, mais je pense aussi qu'on peut utiliser les outils existants. Par exemple, moi, si en cas d'élection, on va relancer dès le mois de septembre le forum de l'emploi et de l'alternance qui avait été donc annulé en raison du Covid. Je rappelle que moi, je crois beaucoup aussi à l'installation sur Saint-Pierre-des-Corps d'agences d'insertion professionnelle pour permettre justement d'accompagner des demandeurs d'emploi éloignés du travail vers des situations de salariat. Je rappelle quand même que sur Saint-Pierre-des-Corps, il y a quand même 10 000 emplois dans les zones industrielles. Remobiliser aussi l'ensemble des acteurs autour de l'emploi. Je pense à la mission locale, je pense au service de l'État, je pense à Pôle emploi, au service du département, mais également le service municipal de la jeunesse. La proposition que je fais, moi, c'est que le service municipal de la jeunesse, donc la question de la délégation sur la jeunesse, soit associée à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Et de repositionner le service municipal de la jeunesse sur ces thématiques qui seront cruciales à la rentrée. C'est vraiment un enjeu très fort que l'on souhaite. Alors, qui dit emploi, qui dit chômage, dit précarité, hein, c'est normal. Comment, au quotidien, on vient, quelles sont les pistes pour venir en aide aux plus fragilisés, justement après cette crise, parce que cette crise a considérablement fragilisé toute une frange de la population, ce qui risque de s'accélérer et si la crise économique arrive en fin d'année. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les pistes? Juste après, j'arrive à vous. Les pistes, oui. Nous, on est sur le... Si vous voulez, il faut voir que ce qu'on a tiré comme enseignement aussi du Covid, c'est qu'une bonne partie de la population française a augmenté son pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a aussi réduit des dépenses qui n'étaient pas essentielles. Donc ça fait partie d'un ensemble. Parce que nous, aussi, dans notre projet, il y a aussi le pouvoir vivre sans voiture. C'est-à-dire que la commune, avec la métropole, soit en mesure de proposer aux gens des moyens de déplacement, que ce soit en transport en commun ou par vélo, qui leur permettent de pouvoir vivre dans l'agglomération sans voiture. Et ça, la voiture, c'est un budget colossal. Donc économiser d'un côté pour mieux vivre de l'autre et avoir un budget. Exactement. Donc c'est là qu'on voit aussi que le lien entre écologie et social, il y a des passerelles qui se trouvent là. Donc ce n'est pas immédiat, d'accord, mais c'est une direction qu'il faudrait pouvoir prendre en compte. C'est Jeannot. Je vois ici une grande différence avec Michel Soulas. À chaque fois, on a toujours le côté, je dirais, social qui revient, mais le côté, c'est pas notre faute, c'est l'État. C'est à chaque fois du social en fait quand on parle d'agence d'intérim, mais concrètement quand vous êtes jeune à Saint-Pierre-des-Corps, vous n'avez pas besoin nécessairement de social. Vous avez besoin en fait en effet d'animation, vous avez besoin d'accompagnement en fait sur vos projets. Mais vous n'avez pas à chaque fois besoin d'agences d'intérim sociales. Moi je préférais avoir des agences d'intérim et que la municipalité se batte pour que les entreprises viennent. Aujourd'hui vous avez qu'une seule école de conduite sur Saint-Pierre-des-Corps. Vous avez très peu en fait, de commerces de proximité qui pourraient satisfaire. On a par exemple plusieurs personnes habitant sur Saint-Pierre-des-Corps qui ont monté leur société de traiteurs à domicile. Ils n'ont pas été aidés par la ville à ce niveau-là, or ça aurait pu être faisable.
Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est mettre réellement en fait une pépinière d'entreprises pour pouvoir justement développer ces possibilités. Et à partir de là, on va créer de l'emploi. Et c'est pas à chaque fois en essayant en fait si je comprends bien, d'assister en fait les gens. Vous expliquez que le tissu n'est pas assez dynamique. Le tissu n'est pas dynamique. On est quand même la plus grosse zone industrielle sur la métropole et rien n'est fait pour la développer. Des entreprises commencent à partir. Répondre à ça. Non, mais j'espère. Mais c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que moi, en tout cas, j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise. On va faire des réponses courtes maintenant pour équilibrer aussi. le temps, puisqu'il nous reste 4 minutes 30 d'émission. Des réponses courtes, s'il vous plaît, messieurs. Donc, réponse courte, c'est de reprendre le lien avec les entreprises qui, elles aussi, ont souffert du confinement, et donc faire le point aussi sur leur bonne santé économique. J'ai quelques inquiétudes quand même, mais en tout cas, c'est vraiment de mettre... Vraiment mettre le paquet sur cette question de l'emploi et de la formation. Parce qu'effectivement, quand on discute avec les jeunes que l'on rencontre ici ou là, cette question de la formation professionnelle, cette question de l'emploi, elle est cruciale. Ouais. Tout à l'heure, je reprends un argument que vous avanciez tout à l'heure, Monsieur Lefebvre. Vous parliez d'écologie sociale. On est d'accord, et vous l'accordiez, que l'écologie sociale, il faut un petit peu de temps. Les résultats ne sont pas immédiats. Là, vous comprenez qu'on a besoin de résultats rapides. Par exemple, oui, mais vous pourrez prendre en matière de rénovation énergétique. Voilà, on peut avancer rapidement. Donc on peut créer des emplois, mais c'est vrai que si on laisse les choses se faire... Et comment on finance ça ? Les financements, il faut trouver des... c'est là, si vous me répondez que c'est l'État. Non, c'est pas l'État. Non, mais justement, on peut faire des plateformes parce que, quelque part, c'est une avance, c'est de la trésorerie. Parce on investit pour faire des économies d'énergie. Donc, le retour sur un investissement, il est à plus ou moins long terme. Il est de 10 ans, en règle générale. Il est de 10 ans. Donc, la question, c'est pouvoir financer ces opérations sur 10 ans. Et après, les ménages, au bout de 10 ans, ils Mais là, vous êtes d'accord que les plus fragilisés, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'argent. C'est à la rentrée dont ils vont avoir besoin de solutions. Oui, mais les plus fragilisés, on a des systèmes d'intervention qui permettent déjà de les prendre en charge. Mais si je reviens aussi à la... Oui, vous avez parlé des centres communaux d'action sociale, la cantine scolaire. On a le quotient familial qui permet d'accompagner les ménages à faible revenu pour la prise en charge des coûts de la cantine. Mais c'est vrai que si on avait une alimentation locale, des cantines scolaires qui puissent s'approvisionner en local, on pourrait peut-être mieux maîtriser même en période de crise, comment approvisionner les familles à Ce faible débat revenu. pourrait être encore très long. Là, on va prendre 30 secondes chacun et on va faire le tour de table et ensuite, ça sera malheureusement déjà la fin de cette émission. Moi, j'aimerais que vous me disiez, mais vraiment en 30 secondes, ce que cet épisode de pandémie a changé dans votre approche de la politique, si ça a changé quelque chose. En 30 secondes. Monsieur Jeannot ? J'espère. Non, je vous assure, 30 secondes, pas plus. Concrètement, oui, bien sûr, ça a changé la vision du monde, pas la vision de ce que nous devions faire en fait sur Saint-Pierre-des-Corps. Il y a des choses à faire justement à partir de septembre, la TSEM par classe, le fait d'avoir un peu plus de circuits courts et de bio dans les cantines, de moins de viande aussi. Enfin bref, tous ces éléments-là en fait concourent à ce qu'on améliore la vie des citoyens. Beaucoup de choses devront être faites. Vous m'avez demandé de vous couper. Oui, malheureusement. Michel Soulas, 30 secondes, alors, pareil, même addition. Contrairement à Cyril Jeannot, je n'attendrai pas le mois de septembre. C'est que si on est élu, effectivement, on a bien compris qu'on est dans une situation de crise et que dès le lendemain des élections, le 29 juin... Vous souhaitez agir ? On souhaite agir et pas attendre le mois de septembre. C'est peut-être ça qui nous différencie de Cyril Jeannot. Merci Michel Soulas. François Lefebvre, vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de la politique ? Il y a deux choses. C'est plutôt au niveau national que j'en tire les enseignements. C'est que quand on veut, on peut. Oui. C'est-à-dire qu'on a réussi à arrêter l'économie alors qu'on dit qu'on ne peut jamais rien faire contre le changement climatique, mais on a réussi à le faire. Donc quand on veut, on peut. C'est de la politique. Et puis localement... on s'aperçoit que, même niveau nationalement, beaucoup de critiques ont porté sur la manière dont ont été prises les décisions. Merci messieurs pour ce débat auquel vous avez accepté de participer avant le second tour des élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. Qui sera le prochain maire ? La ville basculera-t-elle à droite après avoir été gérée pendant des décennies par la gauche ? Réponse dimanche soir, demain 18h, c'est Xavier Nézet que vous retrouverez cette fois pour un focus sur la ville
de Romorantin. Et Romorantin, comme tout le monde le sait, c'est dans le Loir-et-Cher. Restez sur la 3.